Alors, j'aimerais commencer ce débat par une question un peu personnelle, un peu biographique, qui est de vous demander quelle a été votre rencontre personnelle avec Raymond Aron. Je commence par vous, Pierre Manant. Comment s'est faite cette rencontre et en quoi est-ce qu'elle a été déterminante dans votre vie ? Oh, elle s'est faite très simplement. J'étais étudiant, il était professeur. Je l'ai rencontré en lui demandant s'il voudrait bien être mon directeur de thèse. C'est tout. Et il n'est pas devenu mon directeur de thèse parce que je n'ai pas fait de thèse, mais il n'a pas cessé néanmoins de faire mon éducation politique. Et le mot de disciple est juste ? Ah, j'espère, mais en même temps, disciple ne veut pas dire que je prétends que ce que je dis, c'est ce qu'il aurait dit. Et je ne prétends pas non plus d'être le seul. Il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons d'être son disciple. Si vous voulez, Le spectateur engagé est un livre passionnant, mais je trouve que le titre n'est pas bon. Parce que Aron n'était pas spectateur, pas simple spectateur, et pas engagé non plus. Si l'engagement, c'est ce que Sartre vantait, c'est pas du tout Aron. Donc, Aron était quelqu'un qui essayait de parvenir au juste jugement politique. Voilà. Donc, c'était un éducateur du jugement politique. Alors, on peut dire ça, c'est restrictif. Il faut être moins philosophe, métaphysicien, sociologue peut-être. Mais éduquer le jugement politique, ça paraît une activité triviale parce que la plupart des gens, en fait, ne se soucient pas de parvenir à un jugement politique sérieux, rigoureux, judicieux. Et Aron avait cette intelligence de la philosophie politique. La philosophie politique est destinée à cerner les problèmes qui se posent à l'homme social et politique et à lui permettre, à l'aider à juger judicieusement de ces problèmes et de la façon d'y répondre. Nicolas Bavrez, quelle était votre rencontre, vous, avec Raymond Aron ? Alors moi, je n'ai rencontré Raymond Aron qu'en une circonstance qui est assez cocasse. Quand je suis arrivé à Paris, c'était comme jeune normalien, et j'avais essayé de relancer les conférences de l'École normale supérieure. C'était juste au moment de la publication du Spectateur engagé. Et donc, à la suite d'un certain nombre d'autres conférenciers, j'étais allé le voir dans son bureau à l'École des hautes études. Et il m'avait reçu extrêmement gentiment. Et je lui avais proposé de venir. Il avait accepté. Et la première incartade, c'est qu'il m'avait demandé quel thème, si j'avais un thème auquel j'avais réfléchi. Et je lui ai dit, avec beaucoup d'insolence, je lui ai dit, écoutez, j'ai lu Le Spectateur engagé. Dans les livres que vous expliquez n'avoir pas écrits, il y a le thème « La bêtise dans l'histoire ». Est-ce que vous accepteriez de... Et là, il avait fait exactement la même chose que Pierre Manant. Il avait éclaté de rire en disant eh ben c'est parfait, allons-y pour la bêtise dans l'histoire. Et là-dessus, j'installe mes affiches dans l'école normale et je suis convoqué par le directeur. Donc, je ne savais pas pourquoi. J'avais déjà fait un certain nombre de bêtises. Je me dis, je me fais rattraper. Et en fait, j'arrive dans son bureau et c'était Jean Bousquet qui avait été nommé, ce dont j'ignorais tout, parce que j'ignorais toute cette histoire. Il avait été nommé par Georges Pompidou. Ils étaient dans la même promotion et Georges Pompidou l'avait nommé à la suite du saccage de la bibliothèque de l'école normale par les maoïstes. Et donc, il avait été nommé là pour remettre... Et lui avait tout à fait en tête que Raymond Aron n'était jamais revenu à l'école normale depuis mai 68. Il avait été... Moi, je ignorais tout ça. Et donc... Je rentre dans le bureau du directeur qui me dit « Mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ?» Alors, j'en avais fait pas mal, mais évidemment, je le laisse un peu venir. Je lui dis « Oui, sûrement, mais de quoi s'agit-il ?» Il me dit « Vous vous rendez compte, vous avez invité Raymond Aron. » Et alors là, pour le coup, c'est moi j'ai failli éclater de rire. Dans quelle année ? C'était juste après Le Spectateur engagé, donc c'était 81, je pense. Donc, il m'a dit, est-ce que vous avez prévenu la police ? Alors, moi, évidemment, je n'allais pas prévenir la police. J'avais vu un intellectuel qui était célébré partout à la suite de la publication du Spectateur. Et donc, là où ça se finit de manière encore plus drôle et ironique, c'est qu'Aron fait sa conférence qui est un triomphe. Il y a des gens partout.
toute la gauche de l'école étant renserrée, tout se passe admirablement bien, il y a des questions, mais aucune question dérangeante. Et dans ses mémoires, Aron raconte cette circonstance et finit en disant « Mais cette école normale, j'étais très heureux de revenir, mais finalement, il n'y a pas eu de vrai débat, il n'y a pas eu de vraie question, tout le monde était d'accord, l'école normale n'est plus dans l'école normale, il n'y a plus de vie et d'esprit critique dans cette institution. » Donc voilà l'histoire. Eh bien, on va écouter justement Raymond Aron, un premier extrait de documentaire sur la question de l'opium des intellectuels et on lui demande quelle est sa plus grande fierté. Quel est votre plus grand sujet de fierté? D'avoir été anti-stalinien avant la plupart des autres intellectuels français. Après la guerre, Aron se plonge dans la rédaction de l'opium des intellectuels. Il y analyse la fascination folle qu'exerce le communisme, ses symétries avec le régime hitlérien. Et j'ai été saisi d'une espèce de fureur en voyant que tant d'intellectuels de bonne volonté tombaient à nouveau dans le piège du totalitarisme et croyaient qu'un totalitarisme était bon parce qu'il se réclamait d'une doctrine qui en elle-même est noble, généreuse, rationaliste, humanitaire. Pierre Manant, comment vous expliquez que Raymond Aron ait réussi à voir ce que d'autres n'ont pas vu, alors même qu'il appartenait au même milieu, qu'il avait les mêmes amis, les mêmes amitiés, qu'il fréquentait les mêmes cercles? Pourquoi lui a su voir ce que d'autres n'ont pas vu? Pour la raison à laquelle je faisais allusion en commençant, c'est-à-dire il avait une approche politique et pratique des choses politiques. Il ne pensait pas que le rôle de l'intellectuel, ou que le rôle de celui qui pense plutôt, était de proposer des idées motivantes et généreuses, indifférentes en quelque sorte, à la situation effective des hommes. Donc, ce qui a... je crois, l'extrait que vous avez donné le suggère, ce qui a vraiment motivé Aron, c'est le contraste qui crevait les yeux entre la parole communiste et la réalité communiste. C'est-à-dire que ce qui lui a été immédiatement insupportable, et pourquoi il a eu beaucoup de peine à comprendre l'aveuglement de ses condisciples, en quelque sorte, c'est comment des mensonges aussi effrontés et des mensonges aussi odieux parce qu'ils cachaient des mesures de violence extrêmes et comparables en effet au régime nazi, comment ce contraste ne sautait pas aux yeux des autres, mais au contraire, les autres, Sartre et quelques, pour ne parler que de lui, étant occupés à justifier indéfiniment l'injustifiable. Et c'est, je crois, cela qui a été le moteur, c'est-à-dire, malgré tout, comment dire, une indignation morale. Parce qu'on dit, Aron réaliste, il considère les choses comme elles se passent, où est l'idéal? Une certaine vérité, une certaine justice et une certaine reconnaissance de ce qui se passe réellement dans le monde, ça devrait faire partie du b.a.-ba de la morale. Eh bien non, ça, c'était au-dessous de la dignité de Sartre et de ses semblables, n'est-ce pas? Donc, je crois simplement qu'il avait gardé bon sens, lucidité, et il ne se laissait pas emporter par tout ce qui peut égarer les gens quand l'on considère la vie politique. Regarder les choses comme elles se passent, ce que disent et font les gens, s'informer quand il est possible de s'informer, et il était possible de s'informer, car les crimes du communisme, depuis très tôt, ont été documentés. Donc, si j'ose dire, le mystère n'est pas Aron. Le mystère, c'est ceux qui n'ont pas réagi comme Aron, et c'est parce que Aron pensait bien des choses ainsi qu'il a écrit ce livre. Comment les intellectuels, puisqu'on les appelle ainsi, ont-ils cru à tant de mythes? Mythe de la gauche, mythe de la révolution, mythe du prolétariat. Et aujourd'hui, peut-être... Et c'est le sujet de ce livre. Donc, il s'agit de démythifier des mythes qui ont égaré des générations
et qui, pour dire les choses simplement, continue de les égarer. Simplement, le communisme est passé de mode, mais il y a toujours une nouvelle religion séculière, comme disait Aron, pour égarer ceux qui sont indifférents, au fond, à la réalité. Nicolas Lavrez, est-ce que L'opium des intellectuels, c'est un livre pertinent pour comprendre notre présent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore... Parce qu'on peut dire, aujourd'hui, c'est la mort des idéologies. D'abord, L'opium des intellectuels, c'est un livre qui, effectivement, est un livre majeur d'Aron, et c'est très intéressant que vous l'ayez choisi, parce qu'on a vraiment les deux dimensions d'Aron, qui, effectivement, sont en fait un peu réduites ou, j'allais dire, biaisées par l'appellation du spectateur engagé. La première dimension, c'est la dimension du savant. C'est un vrai philosophe, et il va chercher la critique des mythes de la révolution du prolétariat, parce que c'est le meilleur lecteur français de Marx au XXe siècle. Et puis il y a la deuxième dimension, qui est la dimension du combat pour la liberté. Et là, c'est de l'engagement, mais c'est un engagement qui est un engagement extrêmement profond et avec beaucoup de prise de risques. Pourquoi est-ce qu'Aron a réussi à faire ça? Je reviens à votre question. Il faut savoir aussi qu'il est parti en Allemagne donc de 30 à 33. Il part plutôt socialiste et pacifiste. Et puis il a vu Hitler. Et donc, c'est le premier aussi avec Elie Halevi qui fait la comparaison entre les totalitarismes du XXe siècle dès les années 38-39, en montrant les traits communs entre l'Italie de Mussolini, l'Allemagne hitlérienne et puis l'URSS stalinienne. Et ce livre, c'est vraiment la réconciliation de ces deux versions, de ces deux aspects de la personnalité d'Aron. Et c'est un livre qui a eu un rôle historique extrêmement important. D'abord, c'est avec ensuite ce qui va se passer en Hongrie, ça va être la première vague où beaucoup d'intellectuels vont quitter le communisme. Par exemple, quelqu'un comme François Furet, et François Furet, il a lu L'opium des intellectuels. Et il y en a bien d'autres qui ont été en partie dessillés, évidemment par la réalité, mais aussi par la lecture de L'opium des intellectuels. Et dans la spécificité d'Aron, outre le fait qu'il a sauvé l'honneur des intellectuels français, c'est que c'est un des rares intellectuels français qui a eu un rôle très important aussi à l'étranger. Donc l'opium des intellectuels a été traduit, a circulé derrière le mur. Et il a été très important aussi pour les dissidents. Si vous regardez un livre récent, puisque vous me parlez d'actualité, livre récent de Mario Vargas Llosa, L'appel de la tribu, il a fait 7 portraits des 7 intellectuels qui lui ont permis de passer du communisme au libéralisme. Et dans les 7, évidemment, on trouve Raymond Aron. Alors, est-ce que l'utilité, évidemment, on ne peut pas... Ce livre, il est ancré dans les débuts de la guerre froide, il a été très important. On ne peut pas le déporter à la période présente, mais il y a quand même le point commun que Pierre Manant évoquait un peu et qui renvoie à vos travaux, c'est qu'aujourd'hui, le fanatisme de l'égalité a basculé en fanatisme de l'identité. Et qu'on trouve exactement la même structure, avec à l'origine de pseudo-savants, puisque cette idéologie est partie de l'université, avec un biais idéologique majeur, la volonté, on part avec de bons sentiments qui sont l'idée effectivement d'avoir une égalité parfaite, et puis ensuite on dérive dans un système où on explique tout par la domination, et on fait exactement la même erreur que les pacifistes des années 30 ou les communistes, les compagnons de route des années 50, c'est-à-dire qu'on est aussi féroce dans la critique des démocraties qu'on détruit et qu'on affaiblit, qu'indulgent pour les endroits où, pour le coup, on a d'autres problèmes autrement sérieux, voir les femmes en Iran, voir l'écrasement de toute forme de liberté en Chine, et évidemment ce qui se passe en Russie avec la dictature de Vladimir Poutine. Donc de ce point de vue-là, il y a une forme de parenté, même si, évidemment, les configurations historiques n'ont rien à voir. Alors, je voudrais qu'on regarde un deuxième extrait de ce documentaire, notamment pour qu'on s'attarde sur la relation Sartre-Aron, qui a été quand même déterminante dans la vie d'Aron, et qui nous éclaire, je trouve, sur les débats idéologiques du XXe siècle, et peut-être du XXIe. On l'écoute. Il a écrit
tous les anticommunistes sont des chiens. Il considérait moralement coupable d'être anticommuniste. Il était évidemment le plus prestigieux, le plus doué, le plus important de ce monde. Et la capacité qui s'est donnée de répondre par l'insulte, d'une certaine façon, a légitimé des formes extrêmement violentes de débat, ou de refus, plutôt, de refus de débat. L'amitié d'avant-guerre entre les deux petits camarades ne résiste pas à ces déchirements politiques. Oui, perdre des amis, c'est perdre une partie de soi-même. On voit que ça a été douloureux pour Raymond Aron de perdre cette amitié avec Sartre. Aujourd'hui, on parle beaucoup du sectarisme, de la violence du débat. Est-ce que ce face-à-face entre Sartre et Aron ne montre pas, Pierre Manant, qu'il y avait aussi une énorme violence du débat, énormément de sectarisme dans ces années 60-70 en France? Oui, bien sûr. Mais précisément, Aron n'était pas sectaire. Et Aron était attaché à l'amitié en général et à l'amitié en particulier. Et je pense qu'il a toujours gardé un fond d'amitié pour Sartre. Ils se sont réconciliés, d'ailleurs, à la fin. Enfin, oui, enfin, je crois qu'on ne peut pas pour parler... Pour la photo, en tout cas. Oui. Mais Sartre n'était pas intéressé par l'amitié avec Aron et n'était pas intéressé par l'amitié en général. Voilà. Et Sartre a construit un personnage qui régnait sur, je dirais, l'opinion intellectuelle dominante après la guerre, et il a construit son personnage en exerçant ses talents très brillants de rhétorique, ses talents d'analyse arbitraire et ses talents de penseur radical. Donc, il n'y avait pas de communication pertinente, finalement, possible entre celui qui construisait le personnage du contemporain capital, en quelque sorte, comme le faisait Sartre, et Aron qui avait une vue beaucoup plus sobre de sa tâche, qui était de rendre intelligible le monde social et politique dans lequel il vivait. Et de ce point de vue-là, la relation Sartre-Aron reste une relation très intéressante, parce que Aron a toujours gardé le contact intellectuel. Je veux dire, il admirait sincèrement les talents de Sartre. Il le prenait au sérieux, et il a continué d'écrire sur Sartre bien longtemps après qu'ils aient cessé toute relation. C'est-à-dire qu'il a voulu, puisque l'amitié personnelle n'était plus possible, il a voulu maintenir, une relation intellectuelle. Un échange intellectuel, même si l'autre ne répondait pas. Sartre, en quelque sorte, Aron parlait pour tous les deux. Il occupait les deux rôles. Il donnait la parole à Sartre en analysant ses livres, et il lui faisait part, de façon très modérée et je dirais sans aucune animosité ni partialité, il lui faisait part de ses critiques. Ainsi, Nicolas disait que Aron était l'un des meilleurs spécialistes de Marx, et il fut aussi un excellent analyste de Sartre. Donc, la position d'Aron est très singulière de ce point de vue-là. Il n'était pas prisonnier de sa propre œuvre à faire. Il était toujours soucieux de comprendre ce que pensaient les autres, de leur donner la parole dans ses propres livres, et de leur consacrer tout son effort de compréhension, que ce soit Marx ou Sartre. Donc, on voit que c'est une figure singulière de ce point de vue-là, dans un paysage où la partialité était récompensée. La partialité et la radicalité. Eh bien, Aron, c'est l'inverse. Je veux dire, Aron, c'est un souci constant d'impartialité, tout en admettant que nécessairement cette impartialité n'est pas une impartialité de tout-puissant, mais c'est une impartialité humaine, mais en tout cas c'est un effort rigoureux d'impartialité et de sobriété. Rien n'est plus, au fond, facile que la radicalité. Et on voit bien à quel mal fait
à une société et à une vie intellectuelle l'obsession et le goût de la radicalité. Nous le voyons encore aujourd'hui. Oui, il y a cette fameuse phrase dont on ignore l'auteur, mais qui résume les années 60-70, qui est « mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron ». C'est cette idée que la radicalité, même si elle est fausse, est nécessaire pour faire avancer l'histoire. Nicolas Bavrez, est-ce que vous avez le sentiment que dans la postérité, c'est Aron ou c'est Sartre qui a gagné? Sachant que là, j'ai regardé justement pour préparer cette émission, je suis allée sur le site thèse.org qui montre les sujets de thèse de l'université française. Et il y avait 13 thèses sur Raymond Aron dans les 10 dernières années et 156 thèses sur Sartre. Oui, d'abord, la phrase est évidemment absurde parce que aucun intellectuel, aucun savant ne peut se fixer pour objectif d'avoir tort. Sartre le disait, il disait « j'ai eu raison d'avoir tort ». Pendant la guerre d'Algérie. Non, ça, ce sont des effets rhétoriques, mais ça ne mène pas très loin. Ce qui est vrai, c'est que ces deux petits camarades sont vraiment enchevêtrés. Ce qui est fascinant, c'est que finalement, cette polarité dessine assez largement la vie intellectuelle française du XXe siècle. Ils ont été très très proches. C'est Aron qui a fait découvrir à Sartre, qui l'a amené en Allemagne, c'est lui qui lui a fait découvrir les phénoménologues et l'existentialisme sartrien est l'enfant de cette rencontre. Ils ont fondé, il faut le rappeler, les temps modernes au départ ensemble, et puis ensuite il y a eu la rupture, et puis la poignée de main du bateau pour le Vietnam, et qui est une poignée de main en 79 qui est purement faciale, et qui montre quand même que c'est le moment où la gauche a basculé dans l'antitotalitarisme et où en fait ce sont les idées d'Aron qui s'imposent. Ce qui est vrai, ce que rappelait Pierre Manin, c'est qu'il y a une asymétrie complète, c'est-à-dire que Sartre est dans l'insulte et dans la violence, Aron jamais. Aron, ça a été dit, c'est Histoire et dialectique de la violence, ça reste la meilleure lecture du système sartrien et qui montre bien en même temps son extrême danger, puisque Sartre fait naître la liberté de l'exercice de la violence. Et ça, c'est en fait quelque chose d'extrêmement destructeur. Donc ça donne, dans la version la plus extrême, l'appel au meurtre de la préface à Frantz Fanon, et l'idée que, que de tuer un Européen, c'est à la fois libérer un esclave colonisé et puis faire un homme libre et libérer un oppresseur. Donc ça, c'est évidemment insupportable. Et ça pointe, je crois, Aron a pointé la principale contradiction chez Sartre et qui a pour le coup des répercussions aujourd'hui, c'est-à-dire que tous ceux qui expliquent qu'on va libérer l'homme ou faire des sociétés meilleures par la radicalité et l'exercice de la violence. Le terrorisme. Ou le terrorisme, effectivement, dans sa version la plus extrême, ce sont évidemment non seulement des charlatans, mais des gens extrêmement dangereux qui, en réalité, sont des ennemis mortels de la démocratie. La violence, c'est vraiment la meilleure manière de liquider la démocratie. Sur la générosité d'Aron, je voudrais rappeler aussi qu'à la mort de Sartre, c'est Aron qui a sûrement eu les mots les plus justes. Et c'est assez révélateur, c'est-à-dire que sur la dernière période de la vie de Sartre, où il n'est plus vraiment lui-même, et notamment où il subit la pression de Béni Lévy, qui lui fait finalement dire pratiquement l'inverse de tout ce qu'il a pensé pendant le restant de sa vie, j'allais dire, Aron a à la fois la vérité, et j'allais dire, ça c'est de la véritable amitié, qui est de restituer Sartre, y compris dans ce qu'il peut avoir de plus contestable, mais qui était la vérité de Sartre contre un certain nombre de gens qui ont essayé d'utiliser sa très grande faiblesse à la fin de sa vie pour lui faire dire l'inverse de ce qui finalement, non seulement de ce qu'il pensait, mais de ce qu'il était au fond de lui-même. Pierre, maintenant, juste sur la postérité de Raymond Aron, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, elle est au niveau qu'elle mérite, ou est-ce que, comme je le disais tout à l'heure sur la différence de thèse consacrée à Sartre ou à Aron, vous avez le sentiment qu'à l'université, c'est peut-être la figure de Sartre qui continue de dominer Évidemment, l'œuvre de Sartre, par son ampleur, sa variété, œuvre littéraire, essayiste, philosophe, politique, figure centrale, une des figures centrales du XXe siècle,
il est assez naturel que Sartre suscite plus de thèses qu'Aron. Ça vraiment, ça ne prouve rien, ni pour Sartre, ni contre Aron, d'ailleurs ni contre Sartre, ni pour Aron. Je dirais que ces phénomènes sont de peu d'importance. Ce qui est quand même remarquable, compte tenu du fait qu'Aron n'a jamais été populaire, parce qu'il ne pourra jamais devenir populaire, parce qu'il ne fait pas appel à ces ressorts qui rendent quelqu'un populaire. Donc il ne le sera jamais, c'est pas la peine de le déplorer. En revanche, il est toujours lu. Il est toujours lu, toutes ses œuvres sont publiées, même de nouvelles œuvres, de nouveaux textes de lui sont publiés, comme les cours au Collège de France qui ont été publiés récemment. Il est toujours lu et traduit dans beaucoup de pays étrangers, donc sa pensée est toujours présente et vivante, d'autant plus aujourd'hui que les grandes questions qu'il s'est posées reviennent au premier plan, car comme Aron n'a jamais rêvé sa philosophie politique, les grandes questions qu'il a étudiées, comme celle de la guerre, celle de la force, celle de la stratégie, celle du rapport entre l'intérieur et l'extérieur dans un régime politique, ces questions reviennent au premier plan après une période où nous avons eu l'impression, n'est-ce pas, que nous pouvions laisser la politique derrière nous, et donc, laissant la politique derrière nous, il était inutile de lire Aron. La grande différence, c'est que Sartre est un homme qui crée des systèmes. C'est des systèmes qui sont faux, mais avec une apparence impressionnante. Et surtout, derrière Sartre, il y a eu l'organisation d'une école de pensée avec des stratégies, y compris de contrôle intellectuel de certaines disciplines extrêmement puissantes. Les libéraux français sont toujours des figures isolées. Si vous regardez Constant, Tocqueville, Halévy, Aron, ce sont des astres isolés, précisément parce que ce sont des gens qui croient à la liberté. Il y a des gens qui peuvent les avoir approchés, qui peuvent se reconnaître, mais qui sont extrêmement différents. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de secte, il n'y a pas de groupe organisé. Et c'est pour ça que, quand tout va bien, on les oublie, et chaque fois que l'histoire accélère et que le monde réel se revient avec de la brutalité, on les redécouvre. Tocqueville, on l'avait oublié, quand est-ce qu'on l'a redécouvert? Un peu dans les années 30, mais surtout, c'est Aron qui l'a redécouvert dans les années 50, avec justement la comparaison entre Tocqueville et Marx devant la société industrielle, celui qui croit à la primauté de l'économie pour aller vite et celui qui croit à la primauté de la politique. Aron, c'est la même chose. C'est vrai qu'on l'a oublié au début du XXIe siècle, la mondialisation soi-disant triomphante, la démocratie pour l'éternité. Si je reprends sa formule en la versant, la paix éternelle et la guerre impossible, et ben aujourd'hui, c'est la paix qui est impossible, la guerre qui est omniprésente. On a des problèmes de relations entre la démocratie et la guerre. On a des problèmes pour les démocraties pour faire face à la fois à leur crise intérieure et puis aux menaces extérieures des empires autoritaires. Et là, on redécouvre évidemment Aron. On redécouvre l'univers de guerre et paix entre les nations. On redécouvre le Clausewitz. Et dans un monde qui redevient géopolitique, évidemment, Aron revient au premier plan. Et il est lu beaucoup aujourd'hui de nouveau par les militaires, par les stratèges, par les diplomates. Et il est lu partout dans le monde. Je voudrais qu'on écoute un autre extrait du documentaire où Raymond Aron réagit notamment sur une guerre, la guerre d'Algérie, et il explique pourquoi il n'a pas signé le manifeste des 321, qui était un manifeste d'appel à l'insoumission signé par énormément d'intellectuels français, qui appelait justement à ne pas faire la guerre d'Algérie, et notamment aux jeunes à déserter. Il explique pourquoi il n'a pas signé. D'abord, je trouve tout à fait déplaisant pour des intellectuels tranquilles, qui ne risquent rien du tout, de dire à des jeunes gens de se transformer en déserteurs. Et je n'ai pas écrit de texte contre le terrorisme du FLN, pas plus que je n'ai écrit de texte contre la torture, bien que je déteste et le terrorisme et la torture. Mais je considérais que
les atrocités des deux côtés ne se compensaient pas, elles s'ajoutaient, et que pour y mettre fin, il fallait mettre fin à la guerre. Et en ce qui concernait les protestations morales, j'en laissais la responsabilité aux belles âmes. Mais alors justement, c'est la question que je Puisqu'une fois pour toutes, il est entendu que je ne suis pas une belle âme. Voilà, puisqu'une fois pour toutes, il n'est pas entendu que je suis une belle âme. Je trouve cette formule très marquante. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne suis pas une belle âme? Est-ce que c'est une formule de réalisme politique? Selon vous, que voulait dire Raymond Aron? Je pense que ça voulait dire que ce qu'il dit, c'est-à-dire que il ne se sentait pas obligé de manifester la bonté de son cœur, mais que la tâche d'un analyste, la tâche de celui qui essaie de penser la vie commune n'est pas de déclarer son bon cœur. Dans la situation qu'il décrit, situation atroce, prendre position, et prendre position au nom de l'humanité contre les uns pour les autres, ou pour les uns contre les autres, était un jeu dans lequel auquel il n'a pas voulu participer. La conclusion de sa position consistait à dire simplement il convient d'arrêter cette guerre au plus vite en donnant enfin l'indépendance à l'Algérie, car cette guerre elle-même prouve qu'il est impossible de continuer à faire semblant d'appartenir au même pays, et que cette Algérie française n'a aucune chance d'être un objectif raisonnable de la politique française. Donc, Aron ne veut pas ajouter par ses prises de position, si j'ose dire, à l'échauffement des esprits, des passions. Les passions étaient suffisamment à vif pour qu'il préfère ce retrait qui n'était pas une indifférence, puisque, comme vous le savez, excusez-moi de le dire ici, mais le Figaro de l'époque n'autorisait pas Aron à s'exprimer sur la guerre d'Algérie. Et donc... pareil pour Mauriac. Oui. Donc il a écrit ce livre sur l'Algérie, donc pour l'indépendance, argumentant en faveur de l'indépendance algérienne, non dans dans l'enthousiasme sartrien pour la révolte des peuples contre le colonialisme, mais simplement devant l'évidence que cette guerre était sans issue. C'est intéressant, d'abord, le titre du livre lui-même montre bien qu'Aron ne sous-estime pas du tout la violence ou les atrocités. Ça s'appelle la tragédie algérienne. Ensuite, le mot tragédie est très important, je pense, chez Raymond Aron. Exactement. Il est le premier en 57, et c'est très intéressant aussi parce qu'une fois de plus, Aron n'est pas du tout du côté où on l'attend. Les gens le placent plutôt à droite et donc l'attendent évidemment plutôt du côté de la colonisation. Et l'argumentation d'Aron est très intéressante et elle permet d'ailleurs de mieux préciser ce qu'il dit sur les belles âmes. Pourquoi ? Parce que Aron rappelle l'argument démographique et l'argument économique. Mais ça, c'était Raymond Cartier aussi. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il dit que la guerre peut être gagnée militairement, mais qu'elle sera perdue politiquement. Et qu'elle sera perdue politiquement, et c'est là où Aron n'est pas du tout un amoraliste ou un cynique. C'est qu'Aron dit que la France perdra parce qu'elle se bat contre ses propres valeurs. Et donc, il est bien, c'est pas seulement un réaliste, il est bien sur le plan moral. Et il explique que finalement, la France en Algérie se bat contre les valeurs de la Révolution française, contre la volonté des peuples d'accéder à l'indépendance et contre le discours qu'elle tient depuis 1789. Et donc, c'est ça la force de ce livre, c'est que précisément, il n'est pas simplement dans l'incantation,
il est dans le réel, mais c'est un réel qui est guidé par les valeurs. Pierre Manant, vous diriez que... Comment vous qualifieriez Raymond Aron? Est-ce que c'est juste un libéral ou est-ce qu'on peut dire que c'est un libéral conservateur dans le sens où il a cette vision tragique de la nature humaine et peut-être du conflit politique? On cite souvent cette phrase de lui, le choix n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. Est-ce que c'est pas un peu une éthique conservatrice qui sous-tend sa philosophie politique? Bon, je pourrais vous répondre en disant que tout dépend du sens que l'on donne à libéral et du sens que l'on donne à conservateur. Bon, il n'est pas conservateur au sens où il aurait une doctrine positivement conservatrice, si je peux dire, comme Burke, c'est-à-dire thématisant et recommandant le maintien des traditions, la référence à des mœurs qu'il faudrait chérir et conserver telles quelles. Il est très sensible aux transformations économiques, à la détermination, en tout cas à l'influence de la vie économique sur la vie des nations modernes. Et donc, à plusieurs reprises, il remarque à quel point il est difficile d'être conservateur et en même temps d'accepter le développement politique moderne qui bouleverse indéfiniment la vie collective. Donc, il est conservateur, si vous voulez, en ce sens que il part du présent tel qu'il est. Voilà. Mais il n'est pas conservateur au sens où il adhérerait à un passé tel qu'il est menacé par l'évolution présente. Donc, il part de la société industrielle, de ce qu'il appelle ainsi après Auguste Comte. Il parle de la démocratie tout en disant que, sur le papier, en effet, il n'est pas certain que la démocratie soit, au ciel des idées, le meilleur régime. Mais enfin, c'est le régime dans lequel nous vivons et le régime qui s'est révélé, suivant la formule de Churchill, le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Bref, son appréciation première des choses, c'est plutôt cela. C'est... si l'on veut être pertinent pour guider l'action et juger de ce qui se passe, il faut partir de la configuration présente des choses, pour parler comme Montesquieu, et autrement, on est déporté vers un idéalisme du passé ou un idéalisme de l'avenir, mais on manque un des éléments principaux d'orientation politique. Mais cela ne veut pas dire, et Nicolas vient de le rappeler à propos de l'Algérie, cela ne veut pas dire que l'on accepte tout ce qui se passe. Évidemment, partir de la vie présente telle qu'elle est, des conditions sous lesquelles elle se présente, ne signifie pas que l'on échappe à l'obligation de chercher la meilleure action, la meilleure conduite, la meilleure politique, qui en pratique est toujours la moins mauvaise, mais la moins mauvaise, c'est la seule qui est vraiment meilleure. Donc, en effet, le Aron n'est pas quiétiste, enfin conservateur au sens où il trouverait que le monde va bien tel qu'il est. Mais ceux qui prétendent bouleverser le monde, à cela, il leur dit attention, vous parlez sans savoir et vous vous engagez dans une direction qui est une impasse. Je pense que les libéraux ne sont pas du tout des conservateurs. Et Aron, c'est l'homme de la réforme contre la révolution. Parce que le problème du XXe siècle, dans ce temps des grandes guerres et des idéologies, c'est comment sauver la liberté politique, mais la liberté politique dans un monde qui change. Et si vous regardez... Aron a toujours été le pédagogue du changement. Après 1945, il fait partie de ceux qui plaident pour moderniser très profondément le système économique et social français, parce qu'il sait très bien que ce qu'il faut éviter, c'est le retour aux années 30 et à la chute. Ensuite, si vous regardez la dissuasion nucléaire et donc l'arrivée de la bombe, Aron est le pédagogue de la bombe atomique et de ce que ça change sur le système stratégique. Il le fait d'abord dans les années 50 et ensuite en 1963 dans le grand débat, quand la France se dote de l'arme nucléaire.
pour l'université, il n'a cessé d'appeler à la réforme de l'université. Alors qu'il était un professeur reconnu à la Sorbonne, il aurait pu vivre de sa rente et expliquer qu'il fallait surtout ne rien changer. Il est extrêmement vigoureux sur le fait qu'il faut changer l'université. En revanche, en mai 68, il explique que la réformer, oui, la détruire, ce qu'on a effectivement fait, ça, non, et sous aucun prétexte. Donc ça, c'est la première chose, c'est que c'est vraiment l'homme de la réforme contre les utopies révolutionnaires qui n'amènent finalement que des destructions, du sang et qui détruisent la liberté qu'elle prétend restaurer. Et la deuxième chose qu'on peut dire sur le libéralisme d'Aron, c'est qu'il est très intéressant parce que Aron n'a peut-être pas construit de système, mais il a vraiment construit une pensée qui est originale et une pensée qui renvoie à une histoire très longue dans notre pays parce que quand on regarde les traditions libérales, donc Aron s'est frotté à la philosophie de l'histoire allemande pendant qu'il était à Londres. Il a parlé avec Hayek et ce libéralisme qui est un libéralisme qui finalement donne la suprématie au marché. Il a aussi dialogué avec les libertariens américains qu'il connaissait. Et Aron défend un libéralisme politique avec un primat du politique, avec la reconnaissance du rôle de l'État, par exemple. C'est un libéralisme français, justement. Et c'est un libéralisme qui est intéressant parce qu'effectivement, il démarre avec Montaigne et Montesquieu, mais Pierre Manant a abondamment écrit dessus, on parlera beaucoup mieux, mais c'est très intéressant parce qu'il n'y a peut-être pas de système à la Sartre, mais c'est plutôt bien parce qu'il se trouve que ce système-là était erroné et dangereux. En revanche, il y a une vraie pensée qui permet non seulement d'éclairer le monde, mais d'agir dans le monde réel et d'agir de manière efficace, tout sans rien renoncer à un certain nombre de valeurs, la liberté, et puis ce qui affleure à la fin des mémoires de manière assez étonnante, parce qu'il refusait toute forme de transcendance, et à la fin des mémoires, il explique que si l'humanité doit un jour s'unifier et se reconnaître dans quelque chose, ce serait la raison au sens de Kant. Ça renvoie à son premier mémoire, si je puis dire, et c'est une dimension qui est très importante chez lui, et qu'on retrouve, c'est qu'il n'a jamais perdu l'espoir dans la liberté et le fait que le combat pour la démocratie peut être gagné. Et ça, alors même qu'il disparaît 6 ans avant la chute du mur, dans la dernière crise de la guerre froide, la crise des euromissiles, et un moment où l'Europe est dans une situation qui est plus que difficile. Donc ce message-là, qui est un message d'espoir, j'allais dire qu'il fait vraiment écho et il mérite vraiment d'être entendu aujourd'hui. Alors, oui, pardon, bien, après je voudrais vous passer un dernier extrait qui me semble important. Mais allez-y. Pardon. Non, ce que Nicolas vient de dire très bien, j'ajoute juste, c'est qu'il y a une tentation libérale qui est de se passer du politique. Tandis que Aron considère qu'il y a une chose qui est éternelle dans la condition des hommes, c'est qu'ils doivent se gouverner eux-mêmes. Et que le libéralisme ne doit pas être compris comme une façon de se passer du gouvernement de la chose publique. Voilà, c'est juste la chose que je voulais justement, vous avez dit ajouter. que Raymond Aron était un homme de raison, et il plaçait la raison au-dessus de tout, mais c'est aussi un homme d'affect. Et je voudrais qu'on passe une dernière archive et qui a un énorme écho avec l'actualité présente, puisqu'il s'agit de Raymond Aron qui parle d'Israël. On va l'écouter. Quand je me mets à la place des Palestiniens, je comprends la haine qu'ils éprouvent. Ils ont perdu, sinon leur patrie au sens ordinaire du terme, du moins le sol sur lequel ils habitaient. D'un autre côté, les Israéliens venus de tous les pays, et souvent de pays où ils étaient persécutés, ont créé en une vingtaine d'années un État. La destruction de cet État me paraîtrait aujourd'hui un épisode monstrueux. C'est un de ces conflits où, inévitablement, la prise de position est affective. Je trouve ça assez fort comme archive, Pierre Manant, parce qu'il déclare qu'il y a parfois des conflits, enfin des moments où la raison ne peut pas tout décider, où il y a une part d'affect. Est-ce que Raymond Aron laissait une part aussi à l'affect, notamment sur ce sujet ? Oui, bien sûr. Il a été, comme il le raconte, comme il l'explique, il a été lui-même surpris par sa réaction, parce que avant la guerre des 6 jours, au fond, comme il le dit lui-même, la fondation de l'État d'Israël ne lui avait pas paru un événement
considérable. Il était français, il n'avait pas d'attachement particulier pour ce nouvel État, il n'avait pas d'attachement à la tradition juive, il s'occupait du choc des géants entre les États-Unis et l'Union soviétique, et brusquement, quand la perspective qui pouvait être imminente de la destruction de cet État est apparue, il a eu un mouvement, il a eu un bouleversement intérieur, et il a mesuré l'attachement qu'il éprouvait sans le savoir pour cet État, en disant que si cet État devait disparaître, ce serait pour lui une blessure extrêmement profonde. Ben alors, est-ce que c'est affectif? C'est un peu, je dirais, le terme est un petit peu léger pour ce qui est en cause, n'est-ce pas? Parce que affectif ne veut pas dire vous aimez cela, moi j'aime ceci. Je crois que dans le cas s'agissant d'Israël, je crois que l'on soit juif ou non, évidemment cela fait une différence dans le rapport à Israël, mais c'est toujours autre chose qui est présent, qui va au-delà d'un sentiment personnel. Parce que la place d'Israël, du peuple juif, dans notre histoire est telle que, d'une certaine façon, la manière dont nous nous rapportons à l'histoire juive, et donc aujourd'hui à cette partie de l'histoire juive qu'est l'État d'Israël, touche à notre être le plus intime et à la manière dont nous pensons dans l'histoire. Nicolas Varvez, une réaction à cette archive. Malheureusement, le temps va nous manquer, mais je vous laisse conclure peut-être. Écoutez, vous voyez, ces extraits sont formidables parce que on voit Raymond Aron avec sa vivacité, sa lucidité, et j'allais dire, il parle comme un livre. La précision de son élocution, alors même que là, il avait eu avant un accident cardiaque, avant les images qu'on voit là, c'est assez stupéfiant. Mais Aron était un homme passionné en réalité. Et donc cette précision de l'expression et cette rigueur de la pensée, c'était une forme d'ascèse et d'exercice dans lequel il excellait. Mais Aron, en réalité, est quelqu'un de tout à fait passionné. Sur Israël, c'est vrai qu'il a découvert la Shoah quand il est rentré donc en France à la Libération. Évidemment, ça a été un choc épouvantable. Il a assisté à la naissance d'Israël, qui est le seul État qui est né à la suite d'une décision de l'ONU. Et c'est vrai qu'au départ, il a suivi ça, j'allais dire, comme on suit l'actualité internationale. Incontestablement, il y a eu un retentissement qui était un retentissement très profond chez lui, qui ne l'a pas du tout amené à revenir, puisqu'il refusait toute forme de double allégeance. Il était citoyen français, très attaché aux valeurs de la République. Mais il est vrai qu'il y a eu à ce moment-là cette irruption d'un sentiment de solidarité très profond avec Israël. Gaston Fessard, qui était son ami, en a d'ailleurs fait une interprétation, j'allais dire, presque mystique de l'œuvre d'Aron. Aron ne s'est jamais reconnu, mais a toujours apprécié la puissance intellectuelle du père Fessard. Et évidemment, ce qui se passe et ce qu'on voit aujourd'hui, et ce que ça nous rappelle, c'est que sur effectivement, ce territoire d'Israël, tout ce qui se passe, en fait, a un écho mondial. Et que le pari qui avait été fait par Benjamin Netanyahou d'une espèce de normalisation où, j'allais dire, en réel politique, on divisait les Palestiniens et où on les affaiblissait, on les coupait du monde arabe et on essayait de faire de la normalisation diplomatique. C'est un plan qui, évidemment, a complètement échoué. Donc, ça nous rappelle à l'idée que, en fait, il y a d'autres solutions
que la paix, et la paix est extrêmement difficile à imaginer sur cette terre. Mais la dernière chose que je rappellerai en un mot, c'est que de même qu'Aaron dit qu'il ne faut jamais désespérer de la liberté, je pense qu'il ne faut jamais désespérer de la paix non plus. Merci beaucoup Nicolas Barrez, merci Pierre Manant pour cette discussion passionnante. Pour la prolonger, je vous invite donc à voir ce documentaire qui va suivre sur Figaro TV. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau club Figaroïdé avec Alain Finkielkraut et Abnous Chalbani.